Eh, les OK Games, on en parle? Ça tourne, un petit clap. Et un générique de début et de fin. OK Game. Le truc déjà, c'est de comprendre comment on en arrive à utiliser un terme comme OK Game. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi ça s'appelle OK Game. Antoine Boza a cité Eric Lang. Les OK Games becomes the new bad games. Je ne savais pas que c'était Eric Lang en fait, qui avait dit les OK Games sont maintenant les mauvais jeux. Forcément, c'est le OK Game, c'est américain en fait. Il y a peut-être plusieurs niveaux après de OK Game. En règle générale, on utilise ce genre de mots, de vocabulaire, parce qu'on a constaté une situation. C'est un concept. On vit des choses au jour le jour, et puis d'un seul coup, on se rend compte qu'un fait se reproduit plusieurs fois. Et du coup, on le nomme pour l'identifier. Dans un moment de surproduction ou de grosse production de jeux de société, En tant que joueur professionnel, on nous demande souvent, bah alors, c'est comment? Et on répond, ouais, OK, on s'en refait une? Oh non, pas tout de suite. Il y a ça qui est bien, mais... ah ben Germain vient de nous inventer le Goat Game. Et alors c'est comment? Ben, c'est le jeu chèvre. Moi j'aurais tendance à répondre c'est cool. Et en règle générale, c'est pour dire que le jeu est bien, il nous a plu, mais on va pas courir après comme des malades, on va passer probablement à autre chose. Ça veut pas dire que le jeu est mauvais, du tout. Ça veut dire que, vu le moment où on nous le demande, vu notre situation, nous à l'officine, on est souvent contraints de jouer. En général, on joue pour le plaisir. On a des amis, on se réunit, on a envie de jouer. C'est pas que Guillaume ou moi ou Germain ou le MOPS, on n'a pas envie de jouer. C'est que parfois on est contraint parce que c'est notre travail. Et forcément notre approche par rapport au jeu qui nous est proposé est légèrement différente. C'est rigolo que ce soit des points de vue de joueurs professionnels ou d'auteurs, enfin des gens dont c'est le métier. C'est une position qui est particulière dans le process de la réflexion. Un joueur, quelqu'un qui est juste un consommateur de jeux, il s'en fout du hockey game. Dans mon esprit, un hockey game n'est pas un bad game. Ça devient un bad game pour le professionnel qui veut les vendre et en vivre. Le hockey game, son problème, c'est qu'il va avoir plus de difficultés à rencontrer son public. D'où mauvais jeu. Et je pense, peut-être je me trompe, parce que je ne le connais pas bien, Eric Lang, mais peut-être je me trompe. Pour un éditeur, le concept du mauvais jeu, c'est peut-être un jeu qui ne s'est pas vendu suffisamment pour leur apporter de l'argent, pour vivre et continuer à faire d'autres choses. Qu'en vérité, un jeu qui ne se vend pas, pour un consommateur, on s'en fout. On se rend compte, et c'est parfois partagé. C'est là où ça devient plus simplement 3 ou 4 joueurs. C'est quand ça rejoint un avis beaucoup plus global. Un jeu est joué, reconnu comme intéressant, sauf qu'un intéressant au milieu de plein d'intéressants, voire de très intéressants, il devient oubliable. On analyse le plaisir qu'on a pris par rapport au jeu qui nous est proposé maintenant à l'aune de tout ce qu'on a vécu avant et après. On a joué à des jeux avant, on va jouer à un jeu après, et bien souvent le hockey game, c'est un jeu qui n'est ni mauvais ni bon, il est certainement pas mauvais, il est ok, il est cool, il est peut-être excellent pour certaines personnes, il sera rarement mauvais, encore ce que je dis n'a pas de sens parce qu'il y aura toujours un mec pour vomir sur un jeu quoi qu'il arrive, c'est un jeu ok c'est bien, mais c'est pas génial. Auparavant on aurait pu dire succès d'estime. Pour reprendre encore avec cette généralisation des joueurs, il y a des hockey games qui se vendent plutôt pas mal. Ils ont fait 5000 exemplaires. 5000 exemplaires, qu'est-ce que c'est? Il y a certains jeux reconnus comme très bons, ils ont fait 1000 ou moins de 1000 exemplaires. Alors certes, peut-être qu'ils n'ont pas touché leur public, mais ça veut aussi dire que ceux qui l'ont acheté et qui y ont joué, c'était peut-être pas un moment suffisamment waouh pour en reparler et le dire à d'autres. Donc ça veut dire quand même qu'à un moment donné, dans cette situation-là, le hockey game rejoint une majorité. Ça n'en fait toujours pas une catégorisation, ça n'en fait toujours pas un jugement de valeur, ça en fait quand même bel et bien un constat au milieu d'une grosse production. Hockey games become new bad games, potentiellement, visiblement, oui. Il y a des jeux ok qui vont rencontrer leur public et ils vont faire un carton monstrueux, ils vont en vendre des milliers d'exemplaires. Il n'en demeure pas moins que pour un paquet de monde, ça reste un hockey game. L'idée aussi, c'est peut-être de décorréler, d'ailleurs c'est pas l'idée. Le constat fait qu'on va décorréler les autres, les ventes possibles, des milliers de ventes, 50 ventes d'un jeu, ça n'a rien à voir avec les qualités intrinsèques d'un jeu. Et un hockey game peut beaucoup se vendre, pas du tout se vendre moyennement. Ça n'a rien à voir. Les hockey games, c'est peut-être surtout un concept qui touche les gens qui passent leur temps à jouer toute la journée, les gens qui veulent jouer à tout, qui cherchent des trucs extraordinaires. Hardcore gamer, c'est peut-être les professionnels. C'est-à-dire qu'un éditeur qui passe son temps à jouer, il va jouer à un jeu d'un concurrent, et puis il va dire « ouais, c'est cool, c'est ok ». Ou il va recevoir un prototype, il va dire « ouais, c'est ok ». Là où un autre éditeur qui n'a pas ce genre de jeu dans sa gamme, qui à un moment donné va dire « ah ouais, c'est super ». Voilà, c'est vraiment, je crois qu'il faut le décorréler des autres. Alors c'est compliqué de décorréler les autres. Là, on va se rentrer dans un truc super profond. Parce qu'en fait, quand on joue à un jeu, on joue à plusieurs, on est 4. Si on a 4 joueurs contraints à la table,
peut-être qu'on a plus de chances de tomber sur un hockey game ou de considérer que le jeu est un hockey game. C'est vachement flou comme concept. Alors il y a un truc que les youtubeurs font, c'est flou. Le concept du hockey game pose problème aux auteurs qui vont manquer de reconnaissance et de droit d'auteur. Je fais ça, c'est pas que c'est mal le droit d'auteur, on doit tous vivre. Aux éditeurs, aux distributeurs. Il apparaît dans le process de la vente parce qu'un influenceur qui joue à un jeu, quand je dis influenceur, hein, c'est tous les gens qui vont mettre en avant des jeux. C'est-à-dire qu'ils vont ouvrir leur grande gueule sur les réseaux sociaux, qui vont prendre de la place, y compris les boutiques, pour dire « moi, je sais, ça c'est bon ». Les influenceurs sont des gens qui ont envie de découvrir de bonnes choses avant les autres pour les proposer, qu'on fasse « putain, lui, il sait choisir les bons jeux ». La problématique du hockey game, c'est quand des influenceurs ne sont pas impressionnés par un jeu au point d'avoir envie d'y rejouer ou avoir envie de le mettre en avant, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de storytelling, il n'y a pas d'histoire à raconter, bah, il va passer sous les radars. Et ça va être plus difficile pour lui de trouver son public. Alors après, le chemin, il est facile. Les hockey games becomes new bad game. Bah oui, c'est les jeux dont personne ne parle parce qu'il n'y a eu aucun élément qui a titillé pour qu'on en parle. Du coup, en fonction de la culture ludique de l'influenceur, ça va avoir un impact fort sur ceux qui le suivent. Pour influencer, je vais dire quelque chose, je vais le juger depuis mon point de vue et depuis la culture que je possède, avec les éléments que je peux avoir. Du coup, on se retrouve éventuellement avec des jeux, avec une innovation ludique, et quand je dis innovation, ça ne veut pas forcément dire que c'est nouveau, un mélange particulier qui fait que ça va être passé sous silence, parce que ces influenceurs-là n'y étaient pas sensibles, d'autres ne s'en emparent pas, le bouche à oreille ne commence pas, et puis ça s'arrête ici. Un autre élément que ces influenceurs, la culture ludique, il y a aussi, c'est un retour que Bruno Feduti faisait, en disant que le niveau des jeux augmente, donc il y a plein de bons jeux, et puis du coup, de façon aléatoire, sans qu'on puisse bien maîtriser le pourquoi et le comment, certains vont sortir du lot, et on le sait en termes de vente, les écarts se creusent de plus en plus. Donc ça voudrait dire que aléatoirement, et on ne sait pas pourquoi, puisqu'il n'y a que des bons jeux, ou presque, parmi ces bons jeux, il y en a quand même quelques-uns qui finissent par ressortir. Alors ça voudrait dire que du coup, les joueurs n'y sont pour rien, les influenceurs n'y sont pour rien, c'est uniquement en fonction du moment, de la magie du truc. A priori, il y a quand même le moment, la communication, qui en a parlé, quand on a parlé, qui l'a suivi. Ça veut quand même bien dire que, de façon plus globale, je sais pas comment le dire, mais Parle bien, mais quand même... mais c'est ça qui, moi, m'intéresse à analyser. Il y a un moment, tout d'un coup, avec l'histoire du jeu, la sentence, entre guillemets, tombe, c'est un hockey game. Et comme il y en a beaucoup, ça veut dire, je peux l'oublier, c'est pas la peine que je passe à ça. Ce à quoi il faut que je joue, c'est ça, ça, ça ou ça. Ce sentiment d'hockey game apparaît aussi avec le développement du secteur. Il y a de plus en plus de jeux. Et la nature humaine est ainsi faite qu'on a envie, tous autant qu'on est, de goûter à tout, de tout essayer. Surtout quand on est passionné. Quand on est face à un jeu qui est juste bien, voire très sympathique, on voit l'autre boîte qui brille là-bas et on se dit « Ah !» Surtout si on entend 2-3 personnes dire quelque chose sur ce jeu, ou un éditeur dire « Il y a ça qui arrive, c'est signé un tel. Aïe, je vais aller voir ». C'est-à-dire que pour qu'on reste focus sur un jeu, quand on est un hardcore gamer, il faut vraiment qu'il déclenche quelque chose pour qu'on devienne sourd aux sirènes des autres qui sont proposés par le secteur. Donc c'est un cercle assez vicieux, en fait. C'est une situation qu'on a du mal à contrôler parce que c'est la nature humaine qui est comme ça. C'est ces sécrétions-là, cette chimie qui est en nous et qui nous contraint à regarder ailleurs, se demander si c'est pas mieux là-bas. En verbalisant ça, je pense à un truc. Des études ont été faites sur le comportement humain et la relation qu'on a face au choix. Plus on a de choix, plus on augmente le risque d'être déçu. Quand on choisit quelque chose, je choisis un jeu, je décide de jouer à celui-là. Au moment où on y joue, on attend quelque chose, parce que si on l'a choisi au milieu de 10, on s'est dit « ça va être du bon ». On est pétri d'angoisse de ne pas avoir la meilleure expérience possible, surtout si on s'était monté le bourrichon, surtout si on avait entendu, lu, écouté, et on fait « ah d'accord, ouais c'est bien », et on passe à autre chose. Ça, c'est des phénomènes que les neurosciences ont analysés, ont compris. On a beau réfléchir, on a beau essayer de rationaliser, notre cerveau n'est pas capable parfois de contrôler ça. On joue à ça, mais notre cerveau il est déjà sur un autre truc. On joue à ça, on s'attendait à quelque chose, c'est très bien, mais c'est pas suffisant pour nous retenir, on a envie d'aller voir ailleurs. Et c'est dû, bien souvent, à la quantité, à l'offre qui devient pléthorique, qui devient immense. Comment s'en sortir? Est-ce qu'il y a des responsables? Qui est responsable? Vite, châtions-le. Tout le monde est personne. Parce que moralement, parce que économiquement, on peut pas contraindre les gens. On peut pas contraindre les gens à penser autrement. Oui, mais il y a trop de jeux, du coup, ça tue l'économie. C'est qui? Il faut une commission. Quelqu'un va dire non, il y a trop de jeux, on arrête. Toi, vous produisez pas. Toi, tu produis. Ça a pas de sens. C'est moralement, intellectuellement insupportable. Il n'y a pas de solution. Juste, peut-être prendre conscience et essayer
essayer de faire un effort. Après faire un effort, les OK Games deviennent les mauvais jeux. En fait, en tant que joueur, on s'en fout. On s'en fout qu'un éditeur vende 1000 boîtes au lieu de 10 000. Égoïstement, nous, on est des consommateurs, on veut le jeu le meilleur pour nous. Bah, c'est moyen, on passe à autre chose. Et après tout, s'il sort trop de jeux, bah, nous, on n'y peut rien. Au contraire, nous, on est contents. D'abord, les influenceurs sont contents. Plus il y a de produits, plus les influenceurs prennent d'importance. Mais le joueur, lui, le hockey game, ils sont fous, quoi. Ok, tant qu'il y a des joueurs, tant qu'il y a des jeux, tant que les gens vont être contents de découvrir, parce que de toute façon, pour certains, la découverte de Catan, ça sera « Waouh, mais ça existe des jeux comme ça !» Oui, certes, sauf que ça fait des fois pour d'autres 20 ans ou 30 ans que ça existe. Et alors, après tout, peu importe. Donc, au final, le débat sur le hockey game, bah, c'était un hockey débat, une hockey pensée. Bah voilà, ça existe, pourquoi pas, on n'en a pas grand-chose à faire. Mais quand même, il y a un moment, la surproduction, quand il va falloir choisir entre nourrir 10 familles et puis éditer un nouveau jeu. Ah ouais, d'accord, super Guillaume. Bah ok, mais on peut peut-être déjà y réfléchir dès maintenant. Il y aura peut-être un moment où les décisions seront à prendre. Parce que ça aura un impact sur pas simplement l'éditeur, mais sur l'ensemble de la niche écologique et économique. Il y a déjà des éditeurs qui commencent à se dire bah, je vais pas pouvoir tenir, ça va faire comme ça parce que bah, le mien il est devenu OK Game et puis celui-là il s'est bien vendu. Et même si tout le monde aspire à bien gagner, à bien vivre et à être heureux de ce qu'il fait et tout, au final, pas si OK que ça. Je pense que le débat mérite d'être posé. OK ? Avant de partir, il faut penser à liker, vous abonner, partager et puis commenter.